Bienvenue sur le podcast Histoire de devenir moi. Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Moi, c'est Guillaume, le créateur de ce podcast. Je le réalise et l'autoproduis seul avec mes petites mains et mes petites oreilles. Alors je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 € ou plus par mois pour me sécuriser financièrement. Si mes podcasts vous aident, vous touchent ou vous inspirent, devenez un des 400 en cliquant le lien dans le descriptif de cet épisode ou en m'envoyant un email à guillaumefaidespodcasts@gmail.com. Merci et place à votre épisode. Vous écoutez la deuxième partie du témoignage de Chris. Tu te souviens un moment après moult conversations où le premier d'entre vous, la première d'entre vous a dit « Pour moi, c'est oui ». Enfin, pour moi, je suis prêt à passer à la conception. Eh ben, c'est Marine qui m'a lancé le truc à un moment où je m'y attendais pas du tout. Enfin, qui m'a dit genre, en fait, on va essayer la semaine prochaine. Parce que, en gros, elle m'avait dit, moi, je veux que ce soit. En fait, on s'était souvent dit, l'espèce de date un peu limite ou butoir qu'on se met pour se lancer dans le projet, c'est ses 35 ans à elle. Pour des histoires aussi, je pense, d'horloge biologique. Voilà, on va se dire qu'après 35 ans, ça va peut-être être plus compliqué et tout. Donc, on s'était toujours dit à ses 35 ans. Et ses 35 ans, c'était l'année dernière au mois de mai. Sauf que, je sais pas, à ce moment-là, elle vivait sa meilleure vie. Elle était tout le temps en apéro, en extérieur, sortie et tout. Moi, je venais de faire une rupture conventionnelle. Je sais pas, on n'était pas du tout là-dedans. On était en mode, pour l'instant, en fait, on kiffe. On reporte un peu le projet, on verra bien, peut-être l'année prochaine. Et puis là, on a prévu de se faire une semaine de vacances, donc entre Noël et le Nouvel An. On était en Bretagne, et en fait, c'est juste avant de partir où elle me dit, en fait, ça va être ma période d'ovulation. On est une semaine ensemble. Je me dis que c'est le bon moment. Alors on va tester, on va essayer. Et moi, j'étais là genre, moi je croyais qu'on allait commencer ça plutôt l'été prochain. Et j'étais là genre, ok, d'accord, c'est parti, ça marche. Je lui dis, mais t'es sûr? Parce que là, si ça marche, ça veut dire qu'en septembre, on a un enfant. Et elle me dit, ouais, mais regarde, tout le monde galère, les couples galèrent de ouf, ça met des mois avant de fonctionner et tout, donc... on va dire qu'on commence un peu les répétitions, tu vois, du process, de la méthode, et on verra. De toute façon, ça va nous prendre du temps. Et je sais pas pourquoi, moi, je sentais le truc et je lui disais, ouais, mais si ça fonctionne, dans 9 mois, on est parents. Et ça a pas loupé, ça a fonctionné du premier coup. Mais du coup, c'est génial, hein. C'est génial. Du premier coup. Du premier coup. Enfin, c'est-à-dire, on a fait la petite procédure là, que je te raconterai 4 soirs de suite, dans la même semaine, et 2 semaines après, elle était enceinte. Avant qu'on passe à comment on l'a fait, à comment vous l'avez fait, est-ce que vous avez signé un accord? Je finis sur... c'est marrant, ça c'est une question qu'on nous pose souvent. On avait fait à l'époque, justement, là, après toutes nos discussions, quand on était revenu du Cap-Vert et tout, on s'était fait un espèce de contrat. Ça n'a rien de légal, d'officiel. On n'est pas allé chez le notaire ou je ne sais quoi. C'est vraiment genre, on a une feuille où on s'est inscrit des espèces de règles de base, en mode justement, si l'un des deux veut déménager, voilà, les différentes situations, les cas de figure, comment on fonctionne. Donc, c'est ça notre espèce de contrat. Vous aviez à un moment donné rédigé. Oui. Et vous l'avez tous les deux signé? Ouais, elle l'a. Un jour. Oui, elle l'a encore, c'est drôle, elle l'a ressorti là, il y a pas longtemps. Elle me dit, j'ai retrouvé notre petit contrat. Écoute, pour l'instant, à part que je suis au chômage et que j'ai pas de CDI, ça marche. Ça marche. Mais il a rien de vraiment, il a rien d'officiel, hein. J'ai un contrat moral, je crois. Ouais. Vous êtes rencontrés comment avec Marine? On s'est rencontrés par une très bonne pote à moi de la fac. Qui, lors d'une expérience professionnelle, a rencontré Marine. Donc moi, ma très bonne pote, c'est Pauline. Ouais, pote de pote. Et qui m'a présenté Marine. Un jour, on est allé voir un match à Roland-Garros il y a 10 ans. Ouais, voilà. Pote de pote depuis 10 ans. Ouais. À ton avis, Marine correspond à quels critères qui sont essentiels pour toi pour te projeter dans cette famille? Elle doit avoir des défauts, elle doit avoir des qualités. Mais c'est quoi? Beaucoup.
de qualité. Ah oui, si elle m'écoute, beaucoup de qualité. Par exemple, moi, ça serait notre capacité à nous engueuler. Et je sais pas m'engueuler avec tout le monde. J'observe qu'il y a certaines personnes, ah là là, on n'arrive pas à bien s'engueuler. Et c'est marrant, notamment, je trouve qu'avec ma meilleure amie, justement, parce que moi, je me projette de ouf. S'engueuler, c'est s'engueuler, genre, le ton monte et tout. Ouais, genre... ouais. Ah ouais. Et en fait, moi, si je me projette, ma meilleure amie, je trouve pas que je sais bien m'engueuler avec elle. Bon, Ah ouais, ok. petit laïus, toi, il y avait des éléments comme ça, comme moi et le conflit, où tu te dis, non mais tu vois, si je devais vraiment choisir des éléments clés pour faire famille avec Marine, c'est ceux-là. Alors, mais c'est marrant parce que c'est limite plus des éléments. En fait, c'est des éléments où plus moi je me dis, elle peut être. Enfin, je la vois très bien comme coparent avec moi. Là, je suis pas sûr. Est-ce que ça va être, je sais pas, est-ce que je la vois avec un instinct maternel ou je sais pas quoi. De ce que je vais te répondre, c'est plus. Moi, je me suis dit, je vais partir. En fait, maintenant, je me lance dans un truc où je vais être lié avec elle à vie. Je me vois bien dans ce truc-là avec elle pour deux raisons principales. La première, c'est que vraiment, je trouve qu'on on est beaucoup, et parfois même un peu trop, on en rigole, on est beaucoup dans, justement, exprimer, expliquer, creuser, comment on se sent, mais comment tu te sens, ah oui, truc, machin. On est vraiment dans aller creuser, tu vois, les émotions, tu vois. Et du coup, je trouve que ça, c'est pas mal parce que, en fait, on arrive à tout se dire. On se juge jamais, on se juge, ou enfin, on se taquine, voilà. Mais en fait, on peut vraiment tout se dire. Sur même, tu vois, je sais pas, des peurs qu'on a, des angoisses. Ouais, on arrive à tout se dire, que ce soit dans nos angoisses affectives, amoureuses, dans nos traumatismes de l'enfance. Enfin, on arrive vraiment à tout se raconter. Et souvent, on creuse l'un l'autre pour bien comprendre. Et puis surtout, je trouve qu'on passe du temps aussi à se dire, bon... mais est-ce que du coup tu te sens mieux ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu te sentes mieux ? Genre là, moi j'étais un peu angoissé avec le taf et tout. Bah, elle essaye vachement de m'aider à creuser. Qu'est-ce qui m'angoisse ? Pourquoi je suis pas bien ? Qu'est-ce que je peux faire comme premières petites étapes pour me remettre dans la recherche de boulot ? Des trucs comme ça. Donc je trouve qu'on est vachement à s'épauler et à pouvoir vraiment se dire. Moi, au contraire de toi, où il y a des personnes où tu sais pas bien t'engueuler avec ou pas, moi, il y a des personnes où je vais avoir du mal à vraiment plus me livrer complètement, me mettre à nu, tu vois. Avec elle, j'ai aucun problème. Donc ça, je trouve ça très bien. Et le deuxième truc, c'est beaucoup plus logistique, c'est que je trouve qu'on fonctionne pareil. En tout cas, je sais qu'on va pas avoir de mal sur le côté plus ce que j'appelle logistique, c'est-à-dire il faut faire à manger, allez, on fait à manger, on se met en action. Il faut ranger. Tu vois, je trouve que c'est pas une flemmarde. On est plutôt maniaque du rangement. On est plutôt, tu vois, volontaire à faire les choses. Quand on part en vacances ensemble en groupe, on est tout le temps à lancer les mouvements, les trucs. Et ça, je me dis, ça va être d'une aide incroyable parce que je me serais pas vu avec quelqu'un d'hyper flemmard, fainéant. Mm-hmm. Tu vois, là, je sens que c'est... il y a un truc, il faut le faire. Il y a eu du vomi, allez hop, on nettoie. Tu vois, on laisse pas traîner les choses, on y va, on fait les choses. C'est quand même la dernière fois où l'un de vous deux a vomi. Non. Même... Non, mais l'un devant l'autre, jamais. Enfin, il y a eu du vomi à nettoyer. Non, il n'y a pas eu du... C'était un exemple. Ouais, non, mais c'est des exemples. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Elle a un chat. Bon, l'autre jour, le chat avait de la merde au cul. Elle s'est frotté le cul par terre pour nettoyer son caca au cul. Bon, bah, c'est pas, elle laisse traîner. C'est vraiment tout de suite, allez, hop, je change, je nettoie, je truc. Ah, il y a ça. Et du coup, ça, je me dis, putain, c'est cool parce que je sais qu'on fonctionne pareil. Genre, on ouvre le frigo, il y a plus grand chose. On se dit, allez, on fait les courses, on y va. On fait la liste des courses. Enfin, ça, j'aime bien parce qu'au moins, je me dis, on fonctionne quand même un peu de la même façon. Et c'est pas mal, je trouve. Pour tu vois, au jour le jour,
dans ce qu'on va devoir vivre, parce qu'en fait, ça va être des actions en permanence. Il faut le changer, il faut donner le bain, le biberon, le truc, laver un machin, faire une machine. Et ça, je trouve ça pas mal. Ça colle bien. Qu'on soit tous les deux assez réactifs là-dessus et que ça colle bien. Ouais. Toujours dans avant de passer l'accord, est-ce que tu t'es penché sur ce que la loi dit ? Ouais. Tu t'es penché sur c'est quoi tes droits, c'est quoi ses droits Oui, je m'y suis penché, mais assez récemment. J'imagine que la loi n'est pas faite pour ça. Eh ben non, en fait, la loi n'est pas faite pour ça, donc oui, ça peut être cata. En fait, nous, on est dans un schéma, on pourrait très bien être un couple hétérosexuel, homme-femme, qui vont avoir un enfant, les deux parents vont le reconnaître, et du coup, on est en fait, je pense, dans l'un des schémas les plus simples. Ok. On n'est pas pacsé, on n'est pas marié, mais on va... Et j'ai même déjà fait une reconnaissance anticipée, ce qui fait qu'en tout cas, à la naissance, elle, de fait, c'est la mère, et moi, je vais tout de suite à la mairie dire « je suis le papa ». Donc en fait, c'est très simple, il va porter nos deux noms de famille, et aux yeux de la loi, il a une maman qui est Marine et un papa qui est Christophe. Dans quel ordre les deux noms de famille ? Ah, ça c'est drôle. On s'était dit, parce qu'on en avait un peu rien à foutre, je pense, tous les deux. Enfin, c'était pas en mode un truc de fierté, je veux absolument qu'il porte mon nom et tout. Donc on s'était dit, on va faire très simple, on fait un peu au pif. Si c'est une fille, il aura d'abord ton nom de famille à toi et le mien ensuite. Et si c'est un garçon, c'est mon nom de famille à moi et le sien. Du coup, c'est mon nom de famille et ensuite le sien. Toujours dans avant de dire oui, est-ce que tu t'es penché sur ta belle famille ? Tu vois, est-ce que tu t'es dit, oulala, donc du coup, tu vois, là je reviens d'un week-end avec une pote qui a 2 enfants en bas âge, et en tout cas, tous mes potes qui ont des enfants, les grands-parents, c'est une clé qui ouvre énormément de portes, le sommeil, Non, vraiment, quand tu as des grands-parents disponibles, en forme, et qui peuvent t'aider, ça change tout. Du coup, la belle famille, en fait, que tu sois amoureux ou amoureuse ou pas, joue un rôle. Est-ce que tu t'es penché sur ça ? Et rappelle-toi, ils vont peut-être t'écouter. Attention à ce C'est ce que je me suis dit. Non, mais je vais sans filtre. Je pense que ça fait aussi partie du fait de l'équation qui fait qu'on s'est dit ça peut fonctionner. C'est parce que je connais bien sa famille, ses frères et sœurs et ses parents. Elle connaît très bien ma famille. Elle vient très souvent en vacances chez mes parents dans la maison de vacances qu'on a en Savoie. Je pense que ça a énormément aidé et ça nous a rassurés en se disant, en plus de ça, on connaît très bien la famille des uns des autres. Du coup, les parents, enfin les grands-parents des deux côtés, c'est plutôt un point positif dans la balance où on s'est dit c'est cool. Déjà, ils habitent pas très loin, on s'entend très bien avec. Moi, je connais moins bien son père. Enfin, moins bien. Je l'ai rencontré qu'une seule fois, donc on peut dire que je le connais pas hyper bien. Mais sa mère, je la connais depuis un moment et je la vois très souvent. Tu vois, parce que pour d'autres, je sais pas comment une belle famille se comporte face à quelqu'un. Ah bah oui. Et du coup, les rapports, je pense, sont très différents. C'est très différent parce que tu rentres dans notre famille car vous vous aimez. Oui. Et là, c'est tu rentres dans notre famille car tu es le géniteur de l'enfant de Marine. Oui. Et c'est-à-dire ils peuvent se dire, parce que tu as été surnommé le plan B. Oui. Et moi, ce qui m'a frappé, je me suis dit, c'est un peu sec. Ah non, mais attends, ils savaient déjà tous, ils connaissaient déjà Chris, elle disait tout le temps, Chris, mon pote Chris et tout, machin. Et en fait, au bout d'un moment, elle disait, c'est Chris, mon plan B. Oui, mais un plan B, il y a un côté péjoratif. Ah, parce que c'est le B et que c'est le second ? Bah ouais. Est-ce que t'as pas l'impression de rentrer dans une famille en tant que plan B et de devoir te faire une place avec ce défi-là ? Non, pas du tout. Non, franchement, pas du tout. Tu vois, en gros, sa mère, rêvant du prince charmant pour elle et pensant tout un tas de trucs qu'elle ne vous dit pas, et du coup, sous-entendant que toi, t'es pas vraiment le père. Oui, alors, je vois très bien ce que tu veux dire, et c'est vrai, c'est effectivement, t'as raison. Quand elle a annoncé, justement, quand elle parlait de moi à tout le monde en mode ça y est, j'ai trouvé. En fait, c'était plus... Pour avoir un enfant, j'ai trouvé
mon plan B qui sera Chris. Ok ? Et c'était pas... en fait, c'est-à-dire, je les connaissais déjà, à part son père, je les connaissais déjà en tant que... Voilà, ils me connaissaient en tant que Chris et tout. Et après, ils ont compris que je pouvais être le plan B. Ils ont tous été hyper contents. Ils disaient c'est génial, si ça se fait et tout. Et effectivement, il y en a qu'un seul qui a eu du mal avec ça, c'est son père, qui lui disait « Moi, Marine, je suis pas d'accord avec ton projet. Un enfant, ça se fait par amour. » Enfin, tu vois vraiment les trucs, voilà. Et elle lui disait « Non, mais vraiment, tu te fous de ma gueule. T'as divorcé de maman quand j'avais 6 mois. Il a eu 3 femmes, enfin, en tout cas 3 femmes avec lesquelles il a été marié. Et en fait, il n'a fait que à chaque fois, en fin de relation, de les tromper avec la future, enfin avec la prochaine nana. Souvent, en plus, quand elles étaient enceintes ou quand elles venaient d'accoucher. Donc elle lui disait, mais vraiment, est-ce que tu te fous pas un peu de ma gueule et c'est pas un peu hypocrite ce truc de me dire, ça se fait par amour quand tu, en fait, toi, trouvais une autre nana quand ta femme était enceinte ou quand tu divorçais quand l'autre avait accouché de 6 mois. Donc elle lui dit, excuse-moi, mais bon, tu vois. Si t'enlèves l'aspect sexuel à l'amour, Oui. est-ce que votre enfant, il est pas fait dans l'amour ? Et tu vois, est-ce que Marine, c'est plus une meilleure amie, c'est un peu plus maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un truc d'amour est-ce qu'il n'y a pas un truc de l'amour dans ce que vous êtes en train de créer ? Si, pour moi c'est sûr. Mais tout comme je trouve qu'il y a, avec des très bons potes, je dirais qu'il y a... Il y a un truc de l'amour. Bah oui, en fait, tu sais que tu ressens quelque chose pour ces gens-là, t'es très attaché à eux. Mais oui, il y a un truc de l'amour. Enfin, il y a un attachement émotionnel, je sais pas, affectif. Enfin, il y a un truc, oui. Donc, quelque part, la seule chose qui vous différencie de la norme, c'est que vous n'avez pas de rapport sexuel entre vous. Oui, on n'a pas de rapport sexuel et on n'a pas non plus... alors là, je te tombe dans le schéma très classique du couple hétéronormé exclusif, mais on n'a pas ce côté... nous sommes uniquement deux, et tu vas subvenir à mes besoins, je subviens à tes besoins. Vous n'avez pas de projet commun ? Si, on a un projet en commun. Vous n'avez pas de dépendance financière, c'est ça que tu veux dire ? Mais on n'a pas non plus de dépendance, je trouve, émotionnelle, affective. Bah, on est en train de décrire la situation de nombreux couples hétéros. Ils n'ont plus de rapport sexuel, ils ne s'aiment plus, mais ils font famille. Ah ouais. C'est tout à fait normal, hein, Christophe. Non, en vrai. Ah, t'es drôle. Non, mais en vrai. Oui, ok. Parce qu'en fait, le narratif qu'on nous propose, c'est vous allez tomber amoureux, puis vous aurez des enfants. Oui. Ah oui, le sexe disparaît. Oui, ça fait partie du truc. Oui, le sexe, en tout cas, est beaucoup plus dur à garder vivant. Mais après, l'amour se transforme, tu sais. Oui. Il nous raconte, tu vois. Mais en fait, vous êtes déjà à l'étape finale d'un couple qui a 20 ans de mariage et qui, en fait, fait famille, qui baisse plus ensemble. Mais à la différence que il est évident qu'on va chacun avoir des histoires amoureuses non cachées. Voilà. Bah donc, c'est beaucoup plus sain. Oui. Mais du coup, c'est quand même un peu différent d'un couple hétérosexuel, tu vois. Mais bien sûr. Qui quand même restera dans ce truc de... Ce qui m'intéressait, c'était de mettre en lumière des normes qui sont en fait des mythes. Oui. Et des mythes, c'est du coup une histoire. Oui. Et du coup, l'histoire qu'on nous propose, c'est cette famille unie par l'amour et cette importance du rapport sexuel. Oui. Je trouve qu'au final... Il y a bien plus vous êtes de en train similitudes qu'on peut le... Oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas tant une famille si différente de ce qui existe déjà très largement. Ah ben non, mais c'est clair. Oui. Mais vous êtes révolutionnaire dans le fait qu'en fait, je trouve, c'est une communication beaucoup plus frontale et saine. Oui. Puisque t'es pas empêtré de... Ben oui. Voilà comment on doit agir, exactement. Voilà, tu vois. Bah ouais. Parce que je pense que aussi, moi j'ai plein de potes hétéros dont la sexualité, qui ont des enfants et dont la sexualité se modifie, puis t'es un peu tout seul avec ton bordel intime. Oui. Mais bon, c'était une petite parenthèse. Une autre question pour toi. Je me suis dit, dis-moi. Je rebondis, je me suis dit il y a pas longtemps, finalement, je me dis limite ce schéma, il est presque plus simple dans le sens où je me dis mais
j'aurais été en couple où je vois des couples hétérosexuels et je me dis, l'autre personne, donc je suis un mec, mettons, je me projette avec une nana, je me dis, cette nana, je lui donne et elle prend et elle a tous les rôles. Elle serait donc mon partenaire sexuel, mon espèce de la personne avec qui je vis au jour le jour, ma coloc. C'est la mère de mon enfant. Tu vois, je trouve que c'est une personne qui doit endosser tous les rôles et qui, entre guillemets, doit combler un peu aussi tous mes besoins. Donc, c'est elle qui va me donner un enfant, c'est elle qui va me donner du plaisir sexuel, c'est elle qui va me réconforter émotionnellement ou affectueusement. Tu vois, je me dis, ça doit pas être évident. Alors que là, je me dis, il y a un truc plus simple Marine, c'est ma pote et c'est aussi la mère de mon enfant. Et puis à côté de ça, on aura un mec chacun avec qui on aura une relation amoureuse, sexuelle et tout. Enfin, tu vois, je trouve que c'est peut-être plus simple en fait que de faire endosser. Je trouve que c'est une pression en fait dans un couple entre guillemets classique, pour endosser tous les rôles. Ouais, à méditer. Est-ce que tu t'es projeté dans le pire scénario? Et je te demande ça parce que j'ai fini de regarder la série américaine Queer as Folk. Ouais. C'est une série pour moi révolutionnaire parce que c'est une des toutes premières dans les années 2000 à suivre principalement des hommes homosexuels blancs aux États-Unis et un couple de lesbiennes. Et dans le fil narratif, j'ai un peu divulgaché le truc, mais il y a un moment donné où en fait elles s'engueulent, elles se séparent et justement elles sont en situation de coparentalité. Tout explose et j'ai trouvé ça parce que du coup la loi ne protège aucune des deux mamans. On était dans les années 2000, donc en plus, c'était encore plus problématique. Moi, cette question, elle vient de là. Le pire qui peut t'arriver, est-ce que toi, tu t'es projeté là-dedans et tu t'es sécurisé d'une manière ou d'une autre? En fait, ça fait partie des choses dont on a un peu parlé avec ce fameux contrat et tous ces points qu'on voulait aborder. Alors déjà, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, là où c'est assez simple pour nous au niveau de la loi, c'est que il n'y a pas d'histoire de je vais devoir je sais pas me battre pour la garde, voilà, ou pour en fait essayer de l'adopter parce que il était pour l'instant aux yeux de la loi pas mon enfant et tout. Donc là déjà on sera tous les deux ses parents. Donc du coup déjà il n'y a pas d'histoire de il faut que j'arrive à prouver que je suis le parent, tu vois, le père. Donc je trouve que là déjà ça enlève un truc qui peut être plus compliqué. Sauf si elle ment. Et je me demande, c'est la partie de l'entretien ultra glauque, mais tu vois, je me dis, un juge, ou je sais pas qui doit trancher dans un cas de conflit, n'a pas ce narratif de faire famille autrement. Donc il a devant lui un homme qui dit, moi je suis homosexuel, une femme qui a un enfant et qui dit mais c'est mon enfant en fait, il m'a donné du sperme mais en fait oui je vois, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, là-dessus on a de la chance parce que c'est pas possible, le pire scénario que je te dis n'est pas possible. Non, parce que du coup j'ai initié la démarche là de reconnaissance anticipée, de toute façon le jour de la naissance je vais aller le déclarer, donc vraiment aux yeux de la loi ce sera mon enfant, ce sera son enfant. Donc déjà là-dessus il y aura pas de débat. Donc après ce sera comme on va dire je sais pas, un couple hétérosexuel qui se divorce, voilà. Donc ce sera vraiment une décision de comment on fait pour la garde, qui. Donc attends, ta question c'était le pire scénario. Le pire scénario je pense c'est en tout cas un scénario pas terrible, c'est il y en a un qui veut déménager à l'autre bout de la planète. Donc là pas évident pour faire de la garde alternée. Donc ça, je pense que ce sera un peu compliqué parce que qui va avoir plus de garde que l'autre, ça dépendra aussi en fonction, j'imagine, de l'âge et des envies de l'enfant. Au final, tous les couples qui font famille et qui se projettent ont ces mêmes pires scénarios, parce qu'en fait, une fois que nos chemins se séparent, quelle que soit notre, tu vois, la nature de la famille qu'on crée. En fait, comme je suis légalement et officiellement, le père, j'aurai toujours autant de droits de parole qu'elle et de garde et de garde. Du coup, je pense que
Après, le reste, c'est de la vie de tous les jours et c'est ce qui peut arriver à tout le monde. Mais bon, en tout cas, j'imagine que le pire scénario, c'est il y en a un des deux qui déménage à l'autre bout du monde en s'engueulant et je sais pas, le nouveau mec de l'un ou de l'autre déteste l'autre et tu vois, je pense Et a du mal, c'est ça, à rejoindre cette intime qui est déjà créée. Ouais, et ça, on en parlera un peu plus peut-être tard. ça, ouais. On passe à la conception. Eh ben, vas-y. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui ? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.